Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Des engagements et de nombreux chantiers ouverts ça et là depuis 15 mois, le régime du nouveau départ au pouvoir au Bénin essaie de joindre l'acte à la parole, donner corps aux projets, initiatives de tout genre annoncées et qui, quelques mois plus tôt, ont fait rêver des millions de Béninois. Principale boussole d'appui, le PAG, programme d'action du gouvernement accrédité d'une forte adhésion de la classe politique traditionnelle dans son ensemble. Pas de voix discordantes apparentes provenant des grands regroupements et grandes formations politiques en présence, excepté les FCBE, là encore, dit-on, dans une moindre mesure, tout le reste, PRD, UN, PSD, RB, donne quasiment un blanc-seing au régime, ou garde simplement le silence. Comme sur un boulevard minutieusement aménagé, le régime au pouvoir va son chemin presque sans crier gare. Il ne serait perturbé de temps à autre dans son élan que par quelques voix discordantes se réclamant d'une opposition plutôt contestable au regard des tests de loi. Pas de quoi faire fondamentalement frémir les caciques du pouvoir, confesse-t-on. Mais pour autant, le régime peut-il s'avouer en territoire conquis? 100% Bénin, votre émission débat voudrait consacrer le numéro du jour au concept opposition dans l'environnement politique actuel. Face à une mouvance dont on dit être une machine envahissante, prête à tout broyer et très active, à quoi se résume-t-elle finalement la dite opposition? Et pour quels résultats face aux nombreux défis de développement? Le débat, mesdames, messieurs, nous le ferons tout de suite autour du thème gouvernance au Bénin sous le régime du nouveau départ. L'opposition en passe d'être complètement phagocytée. La parole aux invités, mais avant, un tour à la régie. Campagne de vulgarisation du PAG, programme d'action du gouvernement, digne de meeting politique des grandes joutes électorales, soutient tous azimuts réguliers ces temps-ci d'associations et mouvements de tout genre en face de jeunes acteurs politiques, excepté les leaders du PCB, Parti communiste du Bénin, a apporté des regards critiques. Le chantre du nouveau départ avance à son rythme et dans son style, avec espoir d'être porté en triomphe au soir de son mandat. Gouvernance au Bénin sous le régime du nouveau départ. L'opposition en passe d'être phagocytée. Tel est le sujet au menu de votre émission débat du jour. Les analyses, nous les ferons en compagnie de deux professionnels des médias. Marcel Zoumenou, journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, Kazmik Pedjo, journaliste, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmik Pedjo, bonjour. Bonjour Joël. Merci aussi pour la disponibilité. C'est le plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Marcel Zoumenou, je me retourne vers vous. Ratio mouvance, opposition, après 15 mois de gouvernance, si vous devez peindre le tableau, comment le présenterez-vous? Bon, ce que nous constatons actuellement, et il faut le dire, nous avons une opposition qui est atrophiée, presque atrophiée actuellement. Elle se résume, si je dois parler de l'opposition parlementaire, c'est autour de 22-23 députés et elle s'est dégagée tout récemment et après le vote de la loi sur la révision de la Constitution. Donc c'est à partir de ce moment qu'on a vu au moins un visage à l'opposition et représenté par une minorité à l'Assemblée. Mais en dehors de cela, il y a quelques partis, quelques petits partis, quelques jeunes partis qui ont déclaré quand même qu'ils sont de l'opposition avec des jeunes acteurs qui animent plus ou moins l'opposition. Je voudrais parler du PLP, quelques acteurs qui font quelques tapages médiatiques et qui disent un certain nombre. Sinon, de façon grosso modo, il n'y a pas dans la classe politique traditionnelle les partis qu'on connaît, des partis qui ont des assises, qui se réclament aujourd'hui de l'opposition. Ce qui ne devait pas être le cas puisque Patrice Talon ayant gagné sans les grands partis, il a gagné sans le PRD, sans la RB, sans les FCBE. On devait s'attendre à ce qu'il ait une opposition, une grande opposition contre lui à l'Assemblée. Mais les hommes politiques béninois étant ce qu'ils sont, eux tous ont décidé de rallier le camp de la majorité présidentielle et donc ça a donné ce que nous avons une opposition réduite à quelques députés qui tentent vaille que vaille
de défendre une opinion contraire à celle du gouvernement. Voilà, Kasbik Pidjo, ratio, mouvance, opposition, quelle analyse en faites-vous? Pour moi, cette ratio est un déséquilibre total et en faveur donc, du pouvoir en place. Je veux parler donc de la mouvance dirigée de main de maître donc, par le chef de l'État actuel, Patrice Talon. Et donc, si les statisticiens devaient donc nous sortir ce ratio, on parlera peut-être de 80% donc, en faveur donc, du chef de l'État, ce qui est en déphasage complètement avec les normes démocratiques. Parce que lorsque vous avez donc le pouvoir en place qui contrôle à près de 80% donc le débat politique, le débat économique et même social dans un pays, c'est carrément, vous assistez donc à une dictature. Le dirigeant fait du peuple ce qu'il veut et il n'y a personne ici pour équilibrer donc le débat. Vous sentez, lorsque les décisions sont prises, tout le monde ovationne. Vous avez vu, il a dit, on a vu 23 qui se sont donc dégagés un tout petit peu pour dire, bon, ok, nous allons essayer de jouer le rôle de l'équilibre, mais après ça, on a vu encore le mercato. On a vu des gens quitter donc l'opposition pour rallier encore donc cette mouvance-là. Et ça pose un véritable problème dans un pays où vous aspirez au développement. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir un dirigeant super puissant de la trempe de Patrice Talon aux affaires et ne pas pouvoir avoir une opposition d'idées en face. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui refusent donc de jouer leur rôle. Ça pose un problème. Autrement, c'est que le super patron fait du pays ce qu'il veut. Et c'est ce à quoi nous assistons. Vous savez, dans un pays où, par exemple, aux premières heures de la gouvernance, on a dit plus de communication, plus d'information. Et on a mis embargo sur l'information. Alors que vous avez, dans un système démocratique, vous avez, par exemple, la liberté d'expression garantie ici peut-être par les médias qui ont besoin de l'information. C'est leur matière première, c'est notre matière première. Et le gouvernement décide donc de ne plus donner des informations. Qui va le faire? Il faudrait avoir une opposition qui puisse nous aller au fin fond même donc de cette gestion-là pour dire, écoutez les gars, puisque eux ont refusé donc de vous donner les documents, tenez ces documents et continuez donc votre boulot. Parce que nous-mêmes, le devoir professionnel nous impose un certain nombre de choses. Mais vous ne pouvez pas vous lever, par exemple, d'ici et aller au trésor pour voir comment les marchés sont passés, comment est-ce que les choses sont. Vous ne pouvez donc il faut forcément compter sur votre carnet d'adresse. Alors, lorsque le pouvoir en place ne veut donc pas vous faciliter la tâche, et que de l'autre côté, vous allez voir l'opposition, ceux qui se disent de l'opposition, et qui vous disent, ah non, attention, moi, écoutez, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, et j'ai une vie, j'ai 17 ans de carrière. Ça se passe comme ça? Je dis quelque chose. Quand ils vous disent ça, vous faites comment? Et donc, vous comprenez que le pouvoir en place a, donc, comme vous l'avez dit dans votre mot introductif, ils ont le hockey de tout le monde pour faire du pays ce qu'ils veulent. Et c'est ce à quoi on assiste. Et donc, quand il arrive que, bon, on voit de temps en temps de jeunes partis politiques, il a dit comme le PLP, qui essaie, vaille que vaille, d'équilibrer un peu les choses, mais jusqu'à quand il va le faire? Jusqu'au moment où il va peut-être pousser son dernier souffle, parce que ceux qui sont en face, ce n'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Donc ça pose un véritable problème. Et il faut réveiller ici l'attention des partis classiques, si j'ose parler ainsi, comme le Parti social-démocrate, qui, qu'on le veuille ou non, ils ont quand même une certaine ancienneté. C'est des vieux de la vieille de la politique, mais qui aujourd'hui se mutent. Vous avez des partis comme le PRD, le parti donc de renouveau démocratique, à l'Assemblée nationale, mais qui fait le jeu du pouvoir. Ça pose un véritable problème. Je ne parle pas de la personne donc d'Adrien Ngoueji, mais je dis le parti doit pouvoir jouer le rôle de l'équilibre économique, politique dans le pays. Donc tout le monde ne peut pas être de la mouvance. Si tout le monde est de la mouvance, mais ça pose un véritable problème. Marcel Zoumenou, oui, vous l'avez souligné, plus de 60% sur 80 députés acquis à la cour du chef. Et Dieu seul sait ce qu'adviendra dans les tout prochains jours. Mais est-ce qu'il faut fondamentalement s'en inquiéter, comme le souligne Kasbik Pidjo, pour ce qui est des questions de développement aussi bien au plan social qu'économique? Oui, tout à fait, il faut s'en inquiéter. Dans une démocratie, il y a un pouvoir, mais la démocratie, c'est un principe d'une majorité, d'une opposition. Une opposition qui est là pour apporter le point de vue contraire, qui peut critiquer les actions du gouvernement. Et quand ça manque,
on a comme l'impression qu'on est dans une dictature. C'est l'impression qu'on a, mais sinon en réalité, on n'est pas dans une dictature, on est bel et bien dans une démocratie, on est au Bénin. Mais ceci dit, avec ce que nous observons aujourd'hui, avec même la minorité qui est là, est presque une minorité qui est devenue à un certain moment amorphe. Vous savez, vous pouvez être 10 et bouger. Au temps du président Soglo, je me rappelle très bien qu'au début, c'était l'UNCC. C'était une minorité, ils étaient en dessous de 10, mais l'UNCC a fait une très bonne opposition au président Soglo. C'est après que les autres partis sont venus. Donc, si même avec le nombre qu'on a, on a une opposition qui est active, une opposition qui a vraiment les moyens pour faire de l'opposition, je crois qu'on ne devait rien craindre. Mais on a comme l'impression... L'Assemblée dispose suffisamment de moyens en ce qui concerne l'opposition, si on se déclare, bien entendu, c'est des formalités qui ne sont pas remplies. Oui, bon, pour ce qui est des formalités, j'ai toujours dit que ça ne sert à rien parce que la loi sur le statut de l'opposition n'étant pas voté, même si vous faites une déclaration, ça ne vous apporte aucun avantage. Vous le faites juste pour un principe de clarification. C'est vrai que c'est important, il faut le faire, mais ça ne vous apporte rien. Ce n'est pas que on vous donne des garanties quand vous faites une déclaration d'opposition. Je crois qu'il y a des partis qui l'ont fait, même s'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée. Le PLP a fait une déclaration d'opposition. Je crois qu'en dehors de lui, il y a d'autres mouvements qui l'ont fait, mais ça ne leur apporte rien. Ceci dit, il est important que les partis qui se revendiquent de l'opposition puissent faire une déclaration pour clarifier l'opinion. Mais cela ne devrait pas les empêcher de faire de l'opposition. Ce que nous observons, c'est qu'on a comme l'impression que le pouvoir fonctionne dans une opacité. Vous savez que si vous voulez faire de l'opposition, il faut avoir de la matière. La matière, c'est de critiquer les actes que pose le gouvernement. Mais il se fait que la plupart des actes sérieux que pose le gouvernement est bien couvert de l'opacité. C'est-à-dire le grand monde n'en sait pas grand-chose. On signe un contrat important, c'est caché, on prend une décision importante, c'est caché. Dieu merci, il y a le Conseil des ministres, mais nous avons fait une analyse, nous avons constaté que les communiqués du Conseil aujourd'hui ne sont pas fidèles aux actes que pose le gouvernement. C'est-à-dire qu'on choisit, on fait une sélection des décisions qu'on va mettre dans le Conseil des ministres, mais pour ce qui est les choses les plus intéressantes, ce ne sont pas souvent dans le communiqué du Conseil des ministres. Et à partir du moment... Si la Nouvelle Tribune arrive à faire ce travail de fourmi, les acteurs politiques, pourquoi pas? Oui, ils peuvent le faire. C'est dommage qu'ils ne le font pas parce que on a comme l'impression que ça dort trop de leur côté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une opposition amorphe. Sinon, on a une opposition. On a une opposition, même si elle est réduite, elle est là, mais elle est amorphe. Vous l'avez souligné tout à l'heure, oui. Il ne faut pas forcément de grands mondes pour remporter de grandes victoires. Oui. Et là-dessus, le travail que font ces jeunes partis politiques, est-ce que ce sont des travaux fiables pour peut-être relancer les chars qui dorment encore? Oui, je crois que ça, si je dois parler du PLP, ce que le PLP fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est un parti qui n'a pas d'assises de base. Et donc, on ne peut pas dire que voilà le fief du PLP. L'événement aurait souhaité voir peut-être des partis qu'on connaît, qui ont d'assises, qui ont des gens derrière le faire. Le PLP le fait, il fait beaucoup de choses, mais bon, ça n'a pas encore l'écho que ça devait avoir. Parce que, bon, on voit beaucoup plus le président, mais derrière lui, on ne voit rien. Et donc, si c'était par exemple le PRD qui portait tous ces points de vue critiques, le PSD qui portait, bon, pour le PSD, c'est clair, le PSD, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, le PSD a dit, nous sommes dans le pouvoir et il n'y a pas de raison de voir le PSD ailleurs. Le PSD, la dernière fois, ils ont fait une conférence où ils ont dit, nous sommes dans le pouvoir, donc il ne faut pas attendre le PSD dans la mouvance. Mais des partis comme le PRD, les partis comme le FCB, même ceux qui restent des FCB, ils peuvent quand même jouer ce rôle que le PLP joue et bien le jouer. Dommage, ils n'ont pas voulu le faire. Oui, Casimir Pédio, l'espoir désormais pour des voix critiques constructives pour le pays, reste-t-il ces partis politiques? Bien sûr, et il a dit. Mais avant, permettez que je dise quelque chose. Allez-y. Quand j'entends parler du PSD, vous savez, quand on dit Parti social-démocrate, c'est le peuple. Ils sont dans le peuple et non dans le pouvoir.
Il faut déjà commencer à l'origine. Ils ont dit qu'ils ont, soutenu. C'est pas parce qu'ils ont dit que c'est ça. Ils ont travaillé pour l'arrivée du président Patrice, alors il n'y a pas de raison qu'ils soient ailleurs. Non, ils ont travaillé au cœur du pouvoir. Ils auraient pu travailler pour que le peuple désigne son leader et reste derrière le leader du peuple. Là, je suis d'accord. Vous êtes parti social-démocrate. Et on a vu dans les autres pays africains le côté où penchent beaucoup plus les socialistes. Tu ne peux pas être socialiste et devenir capitaliste du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Tu changes alors d'itinéraire, d'idéologie, et tout le monde sait désormais que c'est du socialisme teinté de capitalisme. Donc une confusion de genre apparente. Il y a une confusion totale. C'est une démission totale de la responsabilité. Il faut avoir le courage de le leur dire. Et même si vous êtes dans la mouvance, on a vu des mouvanciers qui, à un moment donné, n'étant pas d'accord, ont boudé et sont partis donc de l'arène politique autour donc de Patrice Talon. Je peux citer l'honorable, enfin le ministre candidat Zanaï, il est parti. Et donc on peut être de la mouvance. Et ce même leader, quand il était avec Boni Yahi, il a déclaré une mouvance critique aux actions. Nous ne disons pas de peint en noir tout ce qui est blanc, tout ce que le gouvernement fait en blanc. Mais il faut être là pour être l'éveil, pour être l'œil, les 5 sens du peuple. Il faut être l'œil, l'ouïe, tout ce que vous voulez, du peuple. Et dire non, on ne s'est pas entendu sur ces principes-là, mon cher. Voilà ce qu'on avait défini. Il a dit en Conseil des ministres, comment se fait-il qu'on vient à la télévision gaillardement nous présenter, nous faire une lecture biblique ou liturgique, et que derrière, on fait autre chose. Ça pose un problème. Vous avez vu la dernière fois par rapport à la santé du chef de l'État et à son retour. Personne aujourd'hui n'a pu véritablement dire ce qui s'est passé pour son retour. Mais c'est le rôle de l'opposition. Il devrait pouvoir avoir des tentacules au niveau donc de la mouvance, au niveau de la présidence, des informateurs qui leur disent attention, il est effectivement venu. Et sa santé, voilà le point sur sa santé. Aujourd'hui, qui l'a? Donc, on est resté sur les réseaux sociaux, chacun a lu ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Il paraîtrait que les vidéos ont été montées. Qui peut aujourd'hui renseigner le peuple béninois pour dire voilà ce qui s'est véritablement passé? Parce que celui qui est au pouvoir, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais vous, de l'opposition, vous avez aussi le droit de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et c'est dans ça que vous animez la vie démocratique. Et donc, je continue pas à dire, si les médias, comme la Nouvelle Tribune et autres, au pays, font le travail, le job, à la limite de leurs possibilités, il revient alors aux partis politiques de prendre le relais et de nous apporter les bonnes informations. Il a cité le PLP. Ils ont combien? Et ceux-là, ici, ils ont quel pouvoir? Ils ont quelle ancienneté au niveau donc de cette actuerie que le gouvernement en place a mis sur pied? Quels sont les véritables leaders? Quels sont la main visible qui peut aller apporter des informations que forcément le commun de matin. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas je ne doute pas de leur force de frappe, mais quand vous prenez un parti comme le PSD ou le PRD, qui ont quand même une certaine ancienneté, qui ont des leaders qui sont tapis dans l'administration et qui peuvent filer donc des informations qu'on a voulu cacher au peuple. Oui, il y a des leaders qui peuvent décider, être de l'administration, jouer ce rôle. Ils ont leur manière de fonctionner. Et donc, quand tous ceux-là disent « Non, nous ne travaillons pas », quand un parti ou du moins un rassemblement comme l'FCBE refuse donc de jouer le rôle qui est le leur, parce que qu'on le veuille ou non, c'est d'abord eux la première force de l'opposition après les élections. De façon naturelle, c'est d'abord eux, avant que les autres ne déclarent leur opposition donc, au pouvoir en place, c'est eux. Mais quand vous avez des leaders, des députés qui refusent de le faire, ou bien qui, au détour d'un message sur les réseaux sociaux, disent des choses. Moi, je prends ça là comme une fuite de responsabilité. Vous devez pouvoir venir, je ne sais pas. Si tant est que vous n'avez rien à vous reprocher et que vous fonctionnez dans la droite ligne, vous n'avez donc pas à craindre vos propres propos. Des gens aujourd'hui, ils ont tellement de cadavres dans leur placard qu'ils ont peur de tenir des propos. Si bien que quand vous-même, journaliste, vous allez les voir en offre, ils vous font des déclarations, mais tout de suite, vous allumez votre micro. Mais c'est des gens, à la limite, qui commencent par frémir. Ça pose un problème dans un pays. Nous sommes en face de qui, en fait?
Nous sommes en face de qui? Est-ce que c'est une opposition ou bien des gens qui refusent d'assumer leurs responsabilités? C'est ça véritablement le problème. Et il va falloir aujourd'hui qu'on leur remonte, donc qu'on leur rappelle leur fonction. La fonction première, parce que personne ne leur... Enfin, le peuple béninois n'a pas dit « toi, je te fais opposant ». Non, c'est eux-mêmes délibérément qui ont dit « écoutez, nous voulons faire de l'opposition ». Alors, assumer, c'est un peu comme nous, hommes de médias. On a dit on veut faire les médias, non? On fait les médias. On ne va pas dire « ah, écoutez, c'est trop dur, hein, c'est difficile ». Non, le peuple ne veut pas savoir si c'est dur ou pas. Le peuple veut avoir de l'information. Il faut assumer. En tout cas, dans pas très longtemps, il sera question de renouveler ceux occupant aujourd'hui les sièges de l'Assemblée nationale. Et ça se trouve une autre bataille plutôt en perspective. Et sur le terrain, il paraît que ça joue déjà franc, mais ça joue aussi caché. Je ne sais pas quelles sont les données que vous avez dans ce sens. Oui, vous savez, une élection au Bénin, ça se prépare depuis des mois, depuis des années. Et donc, nous sommes en 2017 et on aura une élection législative en 2019. On est à environ un peu moins de 2 ans. Et donc, il y a des mouvements qui se font, il y a des tractations qui se font déjà dans certaines circonscriptions électorales et les partis font déjà des négociations. Ça, je peux confirmer cela, même si c'est des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas sur la place publique. Parce que la nouvelle donne de 2019, c'est que quand vous regardez un peu les chiffres qui sont sortis de la dernière élection présidentielle, les grands partis ont été désavoués dans leur fief. Que ce soit la RB, que ce soit le PRD, que ce soit aussi le PSD. Et 2 hommes d'affaires sont venus et qui ont grignoté un peu dans les fiefs de ces grands partis. Et donc, ça fait réfléchir, ça devait faire réfléchir, je crois que ça fait réfléchir. Donc, il y a que ces partis doivent réfléchir, trouver les bonnes personnes qu'il faut envoyer sur le terrain pour convaincre à nouveau les gens qui donnent l'impression de partir ailleurs. Ça, c'est un défi pour les partis. Je crois que certains partis ont déjà créé des cellules de réflexion. Je connais des partis, je ne vais pas citer de noms, qui ont des cellules de réflexion pour réfléchir sur la question et ramener des militants. Donc, à partir de ce moment, il y a que le jeu est là, très ouvert. Parce que les hommes d'affaires qui sont venus et qui ont grignoté, l'un est devenu président de la République, il va vouloir constituer sa majorité. Pas forcément avec les acteurs politiques de cette partie-là, peut-être avec de nouvelles têtes. Et là, déjà, vous voyez le problème que ça crée. Le deuxième homme d'affaires qui est venu 3e a aussi des ambitions politiques. Et il peut repartir dans les fiefs dans lesquels il avait eu fait de bons scores, positionner des gens contre les candidats des partis traditionnels qui ont l'habitude d'avoir de l'influence dans ces zones. Et donc, ça ouvre une compétition. Ça ouvre une compétition qui risque d'être très rude. Et donc, nous devons nous attendre à voir le paysage politique très mouvementé dans les mois et les semaines à venir. Oui, un paysage politique très mouvementé dans les mois et semaines à venir. Vous le voyez aussi sous cet angle? Bien sûr, et je baigne complètement donc, dans l'analyse faite par Marcel Zoumani pour dire que le jeu politique aujourd'hui va se jouer un peu sur la confiance, sur le retour de la confiance des militants. Et parce que à un moment donné, les militants à la base ont perdu la confiance à leurs leaders politiques. Ils ont vu chez donc les hommes d'affaires le Dieu sauveur, celui-là qui viendra donc les délivrer. Mais ils ont compris que c'est, en fait, parmi ces hommes d'affaires, le plus, je dirais, le plus intelligent ou le plus chanceux, voilà l'expression, le plus chanceux qui est venu déçoit de jour en jour. Alors, ils seront obligés de retourner à leur case de départ. Et donc, seuls ceux qui pensent bien, réfléchissent bien et qui ont un sens poussé de rassemblement peuvent ramener donc ces leaders au bercail et quitte à les utiliser pour aller convaincre davantage donc, les autres partisans. Et donc le jeu se jouera autour donc, de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous avez vu quand le chef de l'État a fait son apparition, non pas comme le Christ, mais la dernière fois à l'église, vous avez vu,
à Cotonou, ça n'a pas donné l'émotion. Ça n'a pas du tout donné l'émotion. Une semaine après, oui, bien sûr, vous allez comprendre. Ça a une explication, oui. Ça a une explication. Une semaine après, laquelle? Avant une semaine après? C'est une semaine après, vous avez vu le nom de l'ancien chef d'État a été cité quelque part par la cour. Et c'était une ovation publique. C'était une ovation. Et pourtant, c'était cet homme-là qui était décrié dans un passé très récent. Donc, ça, c'est la voix du peuple. Il faut savoir écouter. Il ne faut pas voir les leaders politiques, les leaders d'opinion qui manipulent au détour donc d'une rencontre, je ne sais, fortuite ou quoi, qui viennent devant les médias raconter leur vie. Il ne faut pas du tout voir ça. Il faut voir au-delà. Il faut voir au-delà, il faut voir la voix du peuple. Et donc, aujourd'hui, il y a un désamour. Il y a un désamour qui est en train donc d'être installé. Et ça, on ne peut pas le sortir du quotidien du Béninois. Lorsque moi, j'ai ma boutique et vous l'avez cassée, et que jusqu'à présent, vous n'avez rien dit à propos. Il paraît qu'il y a désormais les microcrédits. Je prends 50 000, ma boutique que vous avez cassée là, c'est à 50 000 francs, et vous me fixez, vous me taxez un taux de 4%, et vous venez à la télé, vous dites que c'est du social. Du 4%, c'est du social, ça là. C'est pas du social? Pendant que les banques me donnent 1 million, avec un taux de 12%. Et donc, vous faites du 4%, avec 50 000 francs CFA. Donc, vous dites, ça veut dire que c'est du business encore. Mais c'est du business. Nous sommes en business. Nous sommes en business et on ne peut pas me dire que les microcrédits, que c'est non, pas du tout. Si c'était à un taux de 0%, je comprendrais. Vous me donnez de l'argent, je vais vous rembourser et vous estimez que vous me faites du social. C'est où le social? Non, pas du tout. C'est des amours dont on parle. Est-ce qu'on n'exagère pas quand même un peu? Et quand on prend, par exemple, ces descentes pour parler du péage, il y a quand même du beau monde autour. Ah non, c'est flatteur. Il faut faire attention avec la foule que nous voyons quand il y a les meetings politiques, les mobilisations. On sait comment ça se mobilise, on sait comment ça se fait. Il faut faire attention parce que ce que le Béninois pense et dit de façon individuelle est très important. Et moi, j'ai fait un petit travail, un constat. J'ai fait un constat que pendant la période où on a parlé de la maladie du chef d'État, suivez bien autour de vous le discours tenu par les Béninois lambda, le Béninois lambda. J'ai comme l'impression, comme l'a dit Kazmi, qu'il y a effectivement ce désamour. Le Béninois est déçu par la gouvernance actuelle. Et donc, ils l'ont voulu exprimer par une sorte d'indifférence à la maladie du chef d'État. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil d'amis, parents qui, me sachant journaliste, voulaient savoir réellement ce qui lui arrive. Et quand je parlais de l'état de santé, bon, je sais ce que je ne veux pas dire ici pour ne pas blesser ceux qui sont pouvoir. Mais je crois qu'un pouvoir, et ceux qui sont autour du chef d'État, doivent pouvoir tirer une leçon de ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Quand quelque chose de mal vous arrive, il y a toujours une leçon positive à tirer. Tirez le leçon que aujourd'hui, le peuple est déçu, et reprendre contact avec le peuple. On n'a pas l'impression, beaucoup de Béninois n'ont pas l'impression que le pouvoir qui est là travaille pour eux. Mais Marcel, auriez-vous aussi l'impression, comme Kazmi, que le pouvoir n'est pas actuellement en train de se racheter, surtout à partir de ces microcrédits? Oui, c'est dire quelque chose et moi, ça me fait marrer parce qu'au début, on disait qu'il fallait raser tout ce que le président Boni a fait. Tout est mauvais, mais je suis surpris que les microcrédits sont revenus. Ça pour faire l'audit, bon, l'audit est terminé. Ça, au moins, c'est quelque chose. Ça prouve que tout n'était pas mauvais. Donc, moi, je salue le retour des microcrédits, mais pour ce qui est du taux, bon, peut-être c'est à revoir, mais c'est quand même une bonne initiative. Ça permet aux femmes, à nos femmes qui sont de plus en plus appauvries, qui sont de plus en plus pauvres, de trouver un peu au moins d'argent pour relancer leur activité. Parce que comme tu l'as dit, comme Kazmi l'a dit, c'est un journaliste économique, lui peut parler de ça, le déguerpissement a tué la petite économie dans le pays. La bonne dame, le petit monsieur qui gère ses affaires, et on est venu casser sans rien lui dire en retour. Jusque-là, le gouvernement n'a rien dit en retour pour contenter ces gens. Et donc, certains sont à la maison, certains sont devenus oisifs, certains sont devenus des mendiants. Il paraît que certains sont morts, certains sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont traumatisés. Et donc, le gouvernement reste indifférent à ça. Et donc, ça donne l'impression que le gouvernement se fout pas mal des Béninois. Et dans ce contexte, quand les microcrédits viennent, on ne peut que
On ne peut faire qu'applaudir. Voilà, dans ce contexte où le grand reflet de la classe politique, sa configuration est plutôt renvoyée par l'Assemblée nationale, où le constat unanimement, tel vous l'avez fait, est que les classes politiques traditionnelles vont, pour rappeler la phrase d'un confrère, tous à la rivière, seules les individualités pourraient peser. Kasbik Pédior évoquait le cas d'un déçu de la nouvelle gouvernance au-delà du peuple. Il a parlé du candidat venu en troisième position, du l'ex-président dont on commence par entendre beaucoup parler. Je veux parler de Thomas Bouni-Yayi. Avec votre émission, on va essayer d'apprécier un peu ce qui pourrait être la contribution de ces soit déçus ou en aparté avec le pouvoir. On va commencer avec Bouni-Yayi, une probable présence dans la course pour les législatives, ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner un troisième mandat à Bouni-Yayi, avec un peu de chance. Je ne ferai pas l'analyse ici, en son temps je viendrai faire l'analyse. Bouni-Yayi certainement se dit qu'il a encore une troisième chance pour revenir, si éventuellement il était la deuxième autorité donc, du pays, il pourra donc avoir cette chance. Pour faire clair, la deuxième autorité du pays? C'est le président de l'Assemblée nationale. Et donc vous le voyez? Il est candidat, il est député, il est élu député, il va à l'Assemblée, il siège et il se fait élire président donc, de l'Assemblée nationale. Il joue maintenant le jeu politique. Alors avec un peu de chance, il pourra briguer un mandat peut-être de 3 mois, quitte à lui de réorganiser les choses. Et donc, c'est une possibilité. Nous sommes en hypothèse, s'il vous plaît. Oui, j'essaie de comprendre. Je ne suis pas président d'une institution du pays pour dire c'est ce qui va se passer. Donc, je suis en hypothèse. Et donc, je parie que cet homme politique a fait aussi des analyses et a vu qu'il a une troisième chance, ou du moins qu'il a une dernière chance qu'il pourra mettre en jeu pour rattraper ce que le peuple aurait voulu que le pays soit sous le mandat donc, de Patrice Talon. Et donc, si c'est cela, sa motivation, je dis, et il a toutes les chances donc de faire la campagne, de revenir. Toutes les chances de faire la campagne. Parce qu'on ne peut pas avoir été président de la République et revenir être député. Ça, c'est une régression. Et si l'homme accepte donc faire donc, la campagne pour donc, aller aux législatives en 2019, c'est forcément qu'il a trouvé quelque chose qui lui est favorable entre-temps. Marcel Zoumenon, là, on suit Kasbik Pédior qui va un peu trop loin. Je parle juste de la configuration, probable configuration de la prochaine législature, pour parler de l'Assemblée même. Et bien là, Kasbik voit un probable retour de l'ancien chef de l'État. Donc, il affirme, sans pour autant le dire, que Bouni-Yayi, en campagne, vient d'office à l'Assemblée nationale. Vous le voyez comme ça, avec la présence d'un certain Rachidi Bamanda aussi dans le Nord, et d'autres tenors, Kassa, Jérôme, qui soutient désormais le régime. On n'oublie pas Antoine Daori, même s'il y a eu quelques crocs en jambes récemment. Avec cette présence-là, Bouni-Yayi aura-t-il vraiment une certaine chance de pouvoir tirer son épingle du jeu s'il va aux législatives? Moi, je crois que, parlons de la possibilité qu'il aille à une élection législative, je crois que la loi lui permet, mais il ne peut plus être président une troisième fois. La Constitution est claire là-dessus. Non, on ne peut pas être président. Vous permettez, la Constitution dit 2 mandats. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais la Constitution aussi dit, en cas donc, de vacances de pouvoir, le président de l'Assemblée dirige le pays pour 3 mois. Oui, ça c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, mais n'a pas dit un ancien président de la République ne peut donc plus, au cas où... la vacance du pouvoir. Mais la vacance du pouvoir... Et donc, je dis, cette possibilité, on peut aller sur ce terrain-là et voir un troisième mandat au Bénin. Ce n'est pas exclu. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, du moins, totale ici. Je suis d'accord qu'il ne viendra pas par la voie des unes. Mais il y a une autre possibilité pour Bouni-Yayi de briguer un troisième mandat de 3 mois, je l'ai dit. En ce temps, on reviendra là-dessus, mais on retourne à l'Assemblée nationale. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, cette possibilité, je crois que je l'ai apprise aussi. Je l'ai apprise, il paraît que c'est vrai, que le chef d'État a des ambitions et qu'il a été sollicité par des leaders, des chefs traditionnels du Septentrion pour porter une liste, la liste des FCBE dans sa circonscription électorale, la 8e circonscription électorale. Ce qui est sûr ici, Bouni-Yayi est aujourd'hui candidat dans la 8e circonscription. Il n'y a pas
une analyse possible qui peut dire qu'il va échouer. Il n'y a pas. Ah bon? Il n'y a pas. Et si face à de redoutables adversaires comme le président Patrice Talon peut nommer 40 cadres, il peut nommer des centaines de cadres dans la 8e. Si Boni est candidat aujourd'hui, il n'y a pas une autre analyse qui dit qu'il va échouer. Donc il va sortir. Je dis même sur les 4 députés, il peut même prendre 3. S'il travaille bien, il peut prendre 4. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais rappeler ici. Il y a ce clivage nord-sud. Si vous analysez bien l'histoire politique de notre pays, chaque fois qu'un président du Sud est au pouvoir, l'opposition au nord se renforce. Je ne dis pas cela parce que je tasse les gens du nord d'être des régionalistes, mais c'est ce que nous avons observé. Sous Soglo, tout le temps, il y avait toujours une majorité, une opposition très forte au nord. Le président, oui, c'est cela. C'est cela. Si vous faites une arithmétique du nombre de députés du Nord, la majorité n'est pas avec Patrice Talon. Donc, et ça risque de se renforcer parce que quand la politique du gouvernement actuel ne va pas trop contenter, certains qui sont encore avec lui seront obligés de rallier le camp de la mouvance pour sauver leur siège. Et donc, je parlais de ce clivage qui va beaucoup jouer en faveur du président Yahya Boni et de la liste qu'il va porter. Et en dehors de ça, il y a, comme je le dis, la politique actuelle du gouvernement, parce que c'est le baromètre le plus immédiat pour apprécier si les gens au Nord font une comparaison et constatent que en 2 ans, 3 ans, nous n'avons rien eu, mais sous l'autre, nous avons eu ça. Et donc, il n'y a pas de raison que... On parle de Boni Yayi, mais on va rapidement aussi parler des autres, puisque c'est une course à la montre. Je voudrais citer le nom d'un mouvancier, pour ne pas dire l'un des artisans incontestables de la victoire de Patrice Talon, candidat à Zanaï, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui garde un silence que beaucoup ne comprennent pas. Il paraît qu'il a des ambitions, il voudrait bien revenir à l'Assemblée nationale. Une certaine chance de revenir avec le découpage actuel qu'on a? Oui, il y aura le découpage n'influence pas sur la 16e circonscription électorale, composée du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. Donc c'est là son fief, le fief du candidat. Aucun obstacle devant lui? Aucun obstacle. Et s'il est candidat, je vois qu'il va revenir. Je crois qu'il doit être candidat parce qu'actuellement, il n'a plus aucun mandat politique. Un homme politique de sa trempe doit chercher à avoir un mandat politique. Il doit forcément chercher à revenir. Il doit travailler pour... Mais pour ce qui est de son silence, j'ai cru entendre qu'il était contraint à l'obligation de réserve et qu'il devait garder le silence pendant 6 mois. Il a toujours dit, les dernières apparitions, qu'il parlera. Et donc, moi, je l'attends, je ne suis pas pressé par voir candidat. Je sais qu'il parlera. Vous savez qu'il parlera candidat à Zanaï pour les prochaines législatives? Bien sûr, et il a dit, candidat à Zanaï ne va pas donc se laisser donc avoir politiquement par son silence. Il va réagir. Et vous l'avez vu tout récemment lors donc du jeûne de Ramadan, il est allé donc porter un secours amical donc à un allié, ou du moins à un adversaire allié, je ne sais pas trop, le président, l'ex-président, entre griffes si vous permettez, donc de l'ARB. Attention, moi je ne suis pas d'accord que tu dises. Bon, moi je me fie. Il y a un procès tout à l'heure au tribunal. Je me fie au test. Je me fie au test. Donc, on fera ce débat à son temps. Non, parlons d'abord candidat Zanaï et puis... Léadi Soglo a reçu le soutien donc de Léadi, du moins de candidat Zanaï. Et les deux aujourd'hui, s'ils s'associent, pourront donc décrocher beaucoup donc, de sièges au niveau donc, de la 16e et la 15e circonscription. Et donc je crois qu'un tandem entre les deux pourra donc permettre donc, à Force Espoir, c'est bien ça. Non, restaurer l'espoir. Voilà, restaurer l'espoir de quand même s'afficher. Maintenant, reste à savoir si candidat Zanaï, il a ses ambitions, je ne sais pas. Parce que de son silence, franchement, cet homme, il devient de jour en jour mystérieux et il serait un peu incongru d'évancer donc les faits, parce qu'on l'a vu derrière le président Patrice Talon, on s'est dit c'est donc son dernier ralliement, mais on l'a vu donc à travers cette actualité-là. Et je dis l'autre chose qu'il faut essayer aussi de comprendre au niveau donc de candidat Zanaï, c'est que c'est un politicien qui garde la ligne, qui garde une certaine fidélité avec donc
son peuple, enfin, ses électeurs. Quand ce qui est dit n'est pas respecté par le leader, quel que soit le pouvoir financier donc, de ce leader, c'est un monsieur qui n'hésite pas tout de suite à donc se retourner. Donc des voix critiques en perspective. Des voix critiques en perspective. Et moi, je crois que l'actualité politique serait animée d'ici à là, parce qu'il y a beaucoup déjà de jeux politiques qui ont commencé. Très rapidement, on sait que la famille Soglo, actuellement, c'est pratiquement en disgrâce, dit-on. On sait aussi que c'est une voix qui porte. Je veux parler du parrain de cette formation politique, pour ainsi dire, hein, vous permettez. Le père Soglo, l'ex-président, dans une bataille pour les législatives, ça pourrait donner quoi? Non, je crois qu'il faut attendre l'issue du procès pour apprécier. Si il arrivait que les dissidents arrivaient à prendre le parti en main, si la justice disait que c'est eux qui ont raison, et donc c'est eux, la RB, l'aile des dissidents, c'est elle qui est l'aile légale. Et donc on va voir, et je crois que... il paraît que les électeurs, c'est un visage, un nom. Oui, oui, c'est ça. Si le président Soglo, qui est le leader charismatique, se retrouve obligé à créer un autre parti, je crois que ce parti risque d'être la vraie RB, l'autre chose là, un parti mourant. Quelques 3 minutes, je vais rapidement vers l'Est argentier. Il paraît qu'il pourrait avoir des ambitions, pour ne pas être affirmatif, comme Mikuchi. Oui, ça c'est une évidence. Vous savez que lors de la dernière élection présidentielle, il avait poussé, il voulait être candidat, et puis il a été frappé par je crois, les conditions d'âge. Et cette fois-ci, il remplit les conditions, il n'a pas de raison qu'il ne soit pas candidat. Je crois qu'il a intérêt même à être candidat. Intérêt. Oui, je prends rapidement votre avis sur la question. Et je crois qu'il va accompagner donc, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État à son leader donc, politique. Je veux parler de Boni Yahi. Et donc, il ne peut pas ne pas accepter donc d'être candidat au niveau donc du centre du pays, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a marqué un peu cette zone-là, et donc il pourrait être d'un soutien irréprochable donc pour Boni Yahi. Et donc je ne crois pas savoir qu'il puisse laisser aller donc à l'usure aussi facilement, aussi facilement. Un mot rapidement sur le candidat venu en 3e position lors des dernières élections présidentielles, Sébastien Diavon, vous ne pas le nommer. Vous voulez parler de Sébastien Diavon, je dis, voilà un jeu. Une ambition possible aussi dans ce sens? C'est possible. Et vous savez, au Bénin, on a quelque chose. Vous n'avez qu'une minute, allez-y rapidement. Les partis politiques constituent, comme l'a dit quelqu'un, la maison, quoi. Et il y a les locataires. Et vous pouvez ne pas avoir un parti politique et être un leader politique au Bénin. Et donc, Sébastien Diavon a toutes les chances aujourd'hui, s'il se décidait, il a toutes les chances d'avoir quand même un certain nombre de députés, du nord au sud, parce que, écoutez, c'est quand même quelqu'un qu'on a vu, il a été 3e pour la première fois. Et donc, il a cette chance-là qu'il pourra jouer. Maintenant, l'homme, est-ce qu'il le sera? Est-ce qu'il va soutenir des amis? Ça, franchement, le temps nous dira. Le temps nous dira, oui. Marcel Zoumenon, est-ce qu'il faut compter avec cet homme aussi? Non, je crois que moi j'ai été d'abord surpris par le score qu'il a fait lors de la dernière élection présidentielle. Il était entré dans les choses très en retard comparativement à Patrice Talon. Il a fait ce score. J'ai entendu le président Patrice Talon dire lui-même que c'est un 2e esco. Donc on sait que le pourcentage entre eux c'est à peine 1%. Et donc, pour quelqu'un qui a fait ce score, avec ce temps-là, avec tout ce que nous savons, s'il s'y met, s'il a une organisation politique, s'il a de l'organisation autour de lui, ben, je vous dis qu'il peut s'y prendre lors des prochaines élections. Ratio, mouvance, opposition. Marcel, qu'avez-vous à dire par rapport au thème avant de conclure? Non, pour conclure, je disais que nous avons une opposition qui est encore très infime, une opposition atrophiée, qui ne représente pas grand-chose, et nous devons travailler pour renforcer cette opposition. C'est très bon pour notre démocratie, et pour le faire, il faut que les partis qui veulent faire de l'opposition, ou bien les partis traditionnels qui ne se retrouvent pas dans la mouvance aujourd'hui, qui font semblant d'être dans la mouvance parce qu'il faut être dans la mouvance. Moi, je les demande d'assumer les places dans l'opposition pour lui donner espoir à la démocratie. Mais je ne suis pas surpris parce que la nature des hommes politiques que nous avons, la majorité des hommes politiques aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires. Ils sont obligés de faire ça juste pour avoir des... Peut-être de nouveaux hommes dans les prochains
prochain jour, oui, Kazmi Pédior, et je demanderai au-delà donc de cette opposition politique, moi je demanderai une opposition donc économique, parce que celui que nous avons en face est un opérateur économique et vous ne pouvez pas le laisser seul sur ce terrain-là. Et il faut que nous ayons donc des analystes, des gens qui ont des regards, parce qu'un contrat qui est signé, il faut que nous ayons des gens qui puissent nous apporter des vraies informations. Et donc, l'opposition doit être véritablement active et former même, comme je l'ai dit, des satellites économiques aujourd'hui où on dit ça, on ne peut pas l'avoir dans un pays sérieux. Merci Kazmi Pédior, Marcel Soumenou, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous. 100% Bénin, les rideaux sur FM, sur le numéro du jour. Et ce sera sur cette citation du grand dramaturge français Pierre Corneille. Je cite, « De notre espoir, la fortune se joue. Tout se lève ou s'abaisse au banc de sa roue. Nos succès et nos échecs ne dépendent que de nous. À nous de faire le choix qui s'impose pour demain ne pas avoir regretté. » Mesdames, Messieurs, que de bonheur et d'espoir en permanence. Merci pour votre aimable attention. À demain.